On va maintenant accueillir Claude Oquet, le président de l'UDAPEI, qui va nous partager son point de vue et, au nom de vous tous, les attentes, voire les revendications, je vous en prie. Après, Michel Creton nous rejoindra. On écoute Claude Oquet. Bien, bonjour à tous. Merci, M. Gosset, de votre présence. Alors, on aurait pu démarrer notre manifestation par de longs discours, mais on a choisi en fait de débuter directement par le témoignage de jeunes, des parents qui vont venir tout à l'heure, et des professionnels. Je pense pouvoir dire que nous avons bien fait, car nous avons pu ainsi être mis tout de suite dans le bain. J'ai pu remarquer l'émotion de Michel Creton lorsque les petites pastilles sont passées. Aussi, pour les encourager dans les futures prises de parole, je vous demanderai de bien vouloir applaudir les témoignages là qu'on a eus à l'instant et qu'on va avoir. Merci. Alors, vous savez que pour organiser un colloque comme celui-ci, il faut s'y prendre un peu en avant. Et donc, lorsqu'on avait décidé d'organiser cette manifestation, nous souhaitions réagir aux annonces relatives à la fin de l'amendement Creton. Et on avait pu en échanger avec Michel l'année dernière, au mois de mai, lors de l'Assemblée générale de Cambrai. En Hauts-de-France, des annonces officielles ont ainsi été portées en 2019 à la connaissance de nos associations pour que les amendements Creton diminuent de 20% sur une période de 5 ans. Nous pouvons entendre cette volonté des pouvoirs publics à la condition qu'elle s'accompagne de la création de suffisamment de dispositifs pour fournir une réponse adaptée, durable et évolutive à toutes les personnes en situation de handicap. Et nous savons que cela pose une fois de plus, comme il y a 30 ans, la question des moyens supplémentaires à mobiliser. Depuis lors, le président de la République a annoncé qu'il n'était finalement pas question de revenir sur les amendements Creton, notamment lors du CNH du 11 février. Nous pouvons être soulagés de cette déclaration, mais nous ne pouvons pas pour autant nous en réjouir, car le problème de fond demeure. Les réponses manquent pour toutes les personnes en situation de handicap. À ce titre, l'annonce par M. Macron de la création de 2500 dispositifs et de 1000 places supplémentaires est encourageante. Mais cette information est trop éloignée des 48 000 places, des 48 000 personnes, c'est un lapsus, mais ce n'est pas pour ça que ça va être fait, des 48 000 personnes sans solution en France. À une époque où les politiques publiques prônent l'inclusion et l'autonomie, il ne faut pas oublier en parallèle que nous devons aussi soutenir les plus fragiles qui ont des besoins d'accompagnement dans tous les gestes du quotidien. Il faut trouver un équilibre entre la protection que nous devons leur assurer et l'accès à l'autonomie auquel des personnes handicapées aspirent. Une société inclusive est d'abord une société solidaire. En ces temps de virus qui nous frappe parce qu'on a un petit peu moins de participants aujourd'hui, nous voyons bien l'intérêt d'assurer une protection toute particulière aux personnes les plus fragiles. N'oublions pas qu'une société forte se reconnaît en sa volonté de s'occuper des plus faibles. Par conséquent, la question des personnes en situation de handicap est aussi une question de moyens. Or, aujourd'hui, beaucoup d'appels à projets consistent à transformer l'offre de services de nos établissements en dispositifs dits inclusifs. À titre d'exemple, les projets d'habitat inclusif sont des réponses intéressantes pour favoriser une meilleure intégration des personnes handicapées grâce à la recherche d'une ou plus grande autonomie. Mais toutes les personnes en situation de handicap ne peuvent pas accéder à ces objectifs. Aussi louable soit-il, sinon l'inclusion rimerait avec l'exclusion, comme vous le dites, Michel. La transition inclusive
n'est pas suffisante à elle seule pour répondre aux 7 500 personnes sans solution dans le Nord. Et ce d'autant plus que nos associations le faisaient bien avant que ce terme soit à la mode. Et comme le dirait un de mes collègues de Valenciennes, il ne faudrait pas qu'à défaut d'idées nouvelles, nous ne faisions qu'inventer des mots nouveaux. Nous sommes d'accord avec la présidente de la CNSA, Madame Auchan, qui voit en la société inclusive une société de la pleine connaissance de la place de chacun avec ses différences. Mais toutes ces déclarations de bon sens ne doivent pas gommer pour autant les problèmes d'insuffisance de réponses disponibles pour les personnes handicapées. Je rejoins pleinement sur ce point Luc Gatteau, président de l'UNAPI, qui a dénoncé les risques d'une inclusion au rabais pour les personnes handicapées, car en donnant la priorité au milieu ordinaire, de nombreuses familles craignent que leur enfant se retrouve sans solution, et notamment leur majorité. En faisant le constat d'une politique du handicap trop souvent déconnectée des réalités et des besoins des personnes handicapées et de leurs familles, l'UNAPI a ainsi demandé sans attendre un plan d'action concerté et solidaire. Nous nous souvenons que le président de la République a formulé, au début de son mandat, une promesse aux personnes en situation de handicap et à leurs familles. Il n'y aura plus personne en situation de handicap sans solution. Il a fait de cette lutte un des grands chantiers de son quinquennat. Mais malheureusement, force est de constater que les réponses pragmatiques se font attendre, y compris après la récente conférence nationale du handicap du 11 février dernier. Pour preuve aujourd'hui, plus de 12 000 enfants en situation de handicap mental sont sans solution éducative et scolaire. Nos prédécesseurs ont mené de rudes combats pour que la devise républicaine « liberté, égalité et fraternité » soit une réalité pour les personnes handicapées. À certaines périodes, des personnalités ont joué des rôles essentiels. Prenons par exemple l'exemple justement de Léonce Maléco, dont l'engagement remonte à la naissance de sa fille en 1937. Monsieur Maléco est à l'origine de la création des papillons blancs ici à Lille en 1949, mais aussi au plan national de la naissance de l'UNAPI et au plan départemental de l'Union départementale du Nord. Il agit également aux côtés de Marie-Thérèse Tamboise, la présidente fondatrice de notre union départementale, qui œuvra durant 15 ans pour poser les fondations de notre union. Je pense aussi à Jacques Chirac et à Simone Veil, qui ont porté des lois fondatrices pour notre secteur. Évidemment, je pense à vous, Michel Creton, dont l'engagement en 1989 a permis à de jeunes adultes de pouvoir bénéficier d'une continuité d'accompagnement. Alors, cher Michel, nous sommes très honorés de votre présence. Vous êtes un ami fidèle de notre mouvement parental et je remercie tout particulièrement Gilles Van der Ernst, président des Papillons Blancs du Cambrésis, qui est à l'origine de votre venue cet après-midi. Nous allons revenir sur l'origine de l'amendement Creton, car il est essentiel d'avoir en tête le passé pour se projeter vers l'avenir. 31 ans après l'adoption d'une loi portant votre nom, où en sommes-nous? Quelles sont les avancées? Quels sont les constats aujourd'hui pour nos enfants? Nous allons donc en débattre cet après-midi en vous donnant la parole. D'abord aux personnes que l'on accueille, à leurs parents, aux élus, s'ils le souhaitent, aux représentants des administrations, aux professionnels et aux autoreprésentants. Bref, on va vous laisser la parole. Il ne s'agit pas pour nos associations de revendiquer le monopole du cœur, ni de s'opposer à l'État ou au département. Nous souhaitons travailler collectivement avec tous les partenaires pour trouver des solutions concrètes. Mais nous voulons rappeler que la question des jeunes en situation de handicap est aussi une question de moyens et que nous ne souhaitons pas pour que cette question soit mise de côté au nom du tout inclusif. Cher Michel, je sais que vous auriez préféré ne pas fêter les 30 ans de votre amendement et qu'aujourd'hui, nous n'ayons plus besoin. Mais hélas, la réalité est tout autre. Votre combat me fait penser à celui de Coluche, dont vous étiez proche. En 1985, ce dernier n'aurait certainement pas pensé que le Resto du Cœur existerait encore aujourd'hui, pour permettre à des personnes de pouvoir accéder à un minimum de dignité.
En 1989, vous-même, vous n'auriez pas pensé que 31 ans plus tard, les jeunes en situation de handicap aient encore besoin de l'amendement Creton, puisque l'idée de l'époque était que cette solution soit transitoire. Votre engagement, comme celui de bien d'autres personnalités, rappelle que les avancées en faveur des personnes les plus fragiles ne sont possibles que grâce à une mobilisation de la société civile, et notamment des parents et amis des personnes en situation de handicap. Il ne faut rien lâcher, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Cher Michel, votre combat est aussi le nôtre. Il n'est donc pas achevé et il appartient à tous de continuer de le mener. Merci.